Si je vous dis chanteur engagé, vous pensez à qui? Même si vous me citez un artiste contemporain, force est de constater qu'aujourd'hui, les artistes sont de moins en moins engagés, en tout cas de façon frontale. Par exemple, moi j'écoute du rap français comme la plupart des gens de mon âge, et dans le rap français d'aujourd'hui, les artistes transmettent des messages, parlent de leur vécu, mais ne sont que peu engagés de façon politique. Dans ma tête, je pense à Medine qui a un engagement clair, et peut-être Youssoupha aussi. Kerry James si on remonte un peu, je sais. En tout cas, les artistes que je viens de citer sont considérés comme engagés, et risquent du fait de cet engagement d'être catégorisés dans une case et donc d'en pâtir. De toute façon, il n'y a qu'à voir le traitement médiatique réservé à quelqu'un comme Medine et tu comprends tout de suite ce que je veux dire. Mais malgré tous ces inconvénients qui ne sont pas négligeables dans la vie d'un artiste, les vies de ces derniers, bien heureusement, ne sont pas en danger. Enfin, normalement, j'espère. Mais l'artiste dont on va parler aujourd'hui n'a pas eu cette chance. En effet, Fela Kuti, au prime de sa carrière, critiquait vivement le gouvernement de son pays, le Nigeria, dans une période extrêmement tendu. Gouvernement militaire, dictature, enfin c'était pas la république où tu peux gifler le président et puis tu t'en sors avec 4 mois de prison. Non, Fela lui critiquait le gouvernement pendant les règnes de Babangida et Abacha, deux militaires arrivés au pouvoir de façon très violente à travers des coups d'état. Violence qui se reflétait également dans leur façon de gouverner d'ailleurs. Et si vous avez des parents africains comme moi, il y a de très grandes choses que vous avez déjà entendu parler de Fela Kuti. C'est simple, moi mon père, il y a deux types de musique qui rentrent dans sa voiture, la musique religieuse chrétienne et les musiques de Fela Kuti, ou de Femi Kuti, ou de Shem Kuti. En tout cas, c'est forcément Kuti. Même si lui ne mourra pas des mains du pouvoir, il fera plusieurs séjours en prison et sa mère, elle, malheureusement, finira par succomber des mains de celui-ci. Plongeons-nous donc dans l'histoire de celui qui a popularisé et créé l'afrobeat au Nigeria. Le petit Fela Anikulapo Kuti voit le jour à Abeokuta le 15 octobre 1938. Tout proche de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout en pleine période de colonisation britannique, ça aura son importance. Je sentais déjà même qu'il était destiné à un futur révolutionnaire. Et la révolution, c'est de famille chez les Kuti. Son père, le révérend Israël Kuti, était, comme son titre l'indiquait, pasteur, mais aussi enseignant. C'était quelqu'un de très engagé pour la communauté. Il croyait beaucoup en l'émancipation et en l'ascension par l'éducation. Et c'est pour ça qu'il fondera une école dans leur ville natale à une période où tous les enfants nigérians étaient très loin d'avoir accès à l'éducation scolaire. C'est également un membre actif et très important du mouvement anticolonialiste et pro-indépendantiste au Nigeria. Mais malheureusement, il mourra assez jeune à l'âge de 53 ans, 5 ans avant l'indépendance de son pays pour lequel il s'est battu toute sa vie. Sa mère, Funmilayo Ransom Kuti, j'espère que j'ai bien prononcé, était aussi très engagée dans les luttes sociales. Tout comme son mari, elle jouera un rôle crucial dans les mouvements indépendantistes au Nigeria, mais également pour les droits des femmes. Elle a notamment lutté pour que les femmes puissent participer pleinement à la vie politique, pour l'égalité des sexes, pour les droits des travailleurs et travailleuses et d'autres encore. Et tout ça, je le rappelle, dans un contexte extrêmement hostile. Quand Funmilayo et Israël Kuti militaient, c'était leur vie qu'ils mettaient en jeu. Et cet élan militant, ils l'ont naturellement transmis à leurs enfants, dont Fela. C'est vraiment super important de comprendre d'abord l'engagement de ses parents pour comprendre celui de Fela plus tard. Dans plusieurs chansons, il parlera de comment son père et sa mère se sont battus et ont fini par mourir. Comme je l'ai dit, les parents de Fela croyaient beaucoup en l'éducation comme moyen d'émancipation. Et c'est pour ça que ses deux frères, Olikoye et Beko Kuti, feront de très longues études puisque tous deux deviendront médecins. Mais des médecins engagés, ce sont des Kuti quand même, hein, n'oubliez pas ça. Fela aussi était censé suivre le même chemin que ses frères. Il ira même à Londres pour suivre des études de médecine. Mais au lieu de marcher sur le sentier médical déjà tracé par ses frères, il choisira la musique. À Londres, il fondera avec ses amis un groupe du nom Kula Lobito. Kula, c'est une façon un peu à la nigériane de dire cool en anglais. Faut savoir que celui qu'on surnommera plus tard le Black President était très influencé par les styles musicaux latino-américains, notamment le jazz. Et d'ailleurs, les Kula Lobito avaient justement pour particularité d'ajouter des sonorités africaines à différents morceaux classiques de jazz. Et c'est avec ce concept que Fela et sa bande feront vibrer les petits cafés de Londres. C'est d'ailleurs à l'occasion de ces mini-tournées dans des cafés que le maître du groove fera la rencontre de sa femme, une jeune nigériane américaine du nom de Remilekun Taylor, avec qui il aura 2 enfants, Femi et Shem Kuti. 3 ans après l'indépendance du Nigeria, lui et sa femme décident de rentrer, accompagnés de leur fils aîné, Femi, tout juste âgé de 1 an à ce moment-là. Faut comprendre que c'est une période vraiment spéciale pour Fela. C'est le retour pour la première fois dans son pays libéré de la domination britannique, liberté pour laquelle ses parents se sont battus toute leur vie. C'est aussi une époque pleine de promesses et d'opportunités. Du moins, c'est ce que beaucoup de gens pensaient à l'époque. Mais voilà, ça se passe pas comme prévu. Il sait pas trop quoi choisir entre un travail de producteur, encadrant donc d'autres artistes, ou continuer sa carrière musicale qui à l'époque peine énormément à décoller. Mais en 1969,
tout va s'accélérer. Pendant une tournée aux USA, il fera la rencontre de Sandra Smith, une militante afro-américaine des Black Panthers. Pas ça, ceux-là, les vrais Black Panthers. C'était un groupe qui luttait principalement contre les violences policières et qui défendait les droits des Afro-Américains. Et on parle des violences policières des années 60. Être noir aux États-Unis à ce moment-là, laissez-moi vous dire, c'était vraiment pas fun. Bon, aujourd'hui non plus, ça l'est toujours pas, mais bon, à l'époque, c'était pire. Cette militante, donc Sandra, lui exposera plusieurs idées révolutionnaires, comme des idées marxistes, mais surtout celles de Malcolm X. Ça va totalement transformer sa vision du monde, énormément influencer son style musical. Cette expérience va raviver en lui la flamme de la contestation et de la révolution qu'il tient de ses parents. Et ce feu naissant à l'intérieur de lui deviendra une source d'inspiration cruciale, alimentant son art et lui donnant une nouvelle énergie créative. But in my environment, my society is underdeveloping because of an alien system on our people now. So there's no music for enjoyment, there's nothing like love. There's something like a struggle for people's existence. À son retour déjà, il change de nom, passant des Kula Lobitos, un nom plutôt fun, à Africa 70, ou plutôt Africa 70. Il diminue drastiquement les influences jazz dans sa musique pour les remplacer par des sonorités plus locales et plus africaines, créant ainsi un tout nouveau style musical, l'afrobeat. Avec ce nouveau style, son objectif est clair. Dénoncer les méfaits des puissants, dénoncer les forfaits de ceux qui ont du pouvoir et qui usent celui-ci pour asservir le peuple. Il commence à chanter en mélangeant l'anglais à quelques mots de sa langue natale, le Yoruba. Son but avec ça, c'est d'être un maximum accessible à l'international, mais d'avoir un impact local très fort au Nigeria. Il change aussi de religion, il revient à une spiritualité plus africaine où on va interroger les ancêtres et la nature qui nous entoure. Il prend aussi le nom de Anikulapo, qui signifie celui qui porte la mort dans sa gibecière. Il commence donc à faire des concerts avec des chants et des messages très engagés. C'est surtout des performances en live, donc ces chansons durent assez longtemps, en moyenne 14 minutes, et tout ça avec parfois 5-6 minutes d'introduction juste avec des instrumentales. Oui, c'est très long. Des longues chansons où sous couvert de métaphores pas très discrètes, il critique vigoureusement le gouvernement en place, l'armée et toute la corruption qui les gangrénait. Allant parfois jusqu'à les traiter de zombies. Pour écrire ces longues chansons très engagées, il se retirera dans une forteresse qu'il baptisera République indépendante de Kalakuta, où il logera sa famille, ses danseuses et son studio aussi. Sauf que là, on n'est pas en démocratie au Nigeria à cette époque. Ainsi, le gouvernement le fera arrêter une première fois le 30 avril 1974. Première arrestation d'une très longue série. On estime qu'au cours de sa vie, Fela Kuti a été interpellé par les forces de l'ordre plus de 200 fois. C'est énorme. D'ailleurs, le nom de sa forteresse, Kalakuta, fait référence à une cellule de prison, ce qui renvoie à ses multiples arrestations. Il sera libéré 18 mois plus tard, mais ça l'arrêtera pas. Il continuera à être de plus en plus agressif et de plus en plus hostile envers le gouvernement et les puissants. C'est fou parce que plus il se fait arrêter et violenter par le pouvoir, plus il est agressif et hostile envers ce même pouvoir. C'est un truc de malade. Il s'en prend à Obasanjo, le président en place depuis 1976, mais également aux anciens présidents. Et pour comprendre pourquoi est-ce qu'il s'en prend autant aux puissants, faut revenir dans le contexte social au Nigeria à cette époque. Pour faire simple, en 1973, une guerre éclate entre Israël et plusieurs pays arabes. En conséquence, ces pays arabes, souvent exportateurs de pétrole, mettront un embargo sur leurs réserves, ce qui aura pour effet de provoquer une crise pétrolière mondiale. Sauf qu'il s'avère que le Nigeria est un pays qui possède énormément de réserves pétrolières. C'est donc une aubaine pour le pays qui va pas s'en priver et va devenir un exportateur important. Ce qui va provoquer dans le pays un boom pétrolier. Et ça, c'était censé être une très bonne nouvelle pour tous les habitants du pays. Sauf que au lieu d'être distribué de façon équitable, ou juste de façon un peu plus juste, parce que ça reste quand même les ressources de la terre qui appartient à tous les Nigérians, l'argent sera accaparé par les élites du pays avec l'appui des gouvernements de l'époque totalement corrompus. On a donc un groupe de puissants qui se délectent injustement des fruits de la terre nigériane, pendant que la majorité de la population, elle, souffre. C'est pour ça que Fela dénonce de façon aussi violente le gouvernement, parce qu'il estime que les premiers violents, c'est eux. Et pour moi, il a bien raison. Fela, avec sa musique, représente les supplices et la colère de millions de Nigérians délaissés par l'État qui, normalement, devrait les protéger. Non seulement il n'avait pas la langue dans sa poche, mais c'était quelqu'un qui était aussi très branché cannabis. Addiction que la police ne manquera pas d'exploiter pour l'arrêter. Une fois, au moment de se faire arrêter, il avalera le sachet de bœuf pour faire disparaître toutes les preuves. Mais bon, la police ne se laissera pas faire, hein. Ils le tabasseront jusqu'à ce qu'il chie le sachet. C'est complètement fou. Tellement fou que, comme souvent, Fela en fera une musique.
Him go come out away from him shit go be the last way him go like to see. Il faisait tellement dans le social qu'il ira jusqu'à boycotter un festival très connu à l'époque, le Festival mondial d'art nègre, et à la place, pour encore plus s'emmerder les organisateurs, il organisera des concerts gratuits. Sauf que cette fois-ci, son coup fera énormément de bruit et attira l'attention de plusieurs médias internationaux. On passe donc d'un petit rebelle qui faisait du bruit surtout au Nigeria, ce qui est déjà pas mal vu la taille du pays, à un véritable révolutionnaire dont les paroles virulentes envers le gouvernement en place font à présent le tour du monde. Et c'est une véritable honte pour le président en place Obasanjo, qui est au pouvoir depuis à peine un an, pouvoir auquel il a accédé par putsch en plus, que c'est un militaire. C'en est trop pour lui, et quelques jours après le festival, il organise un très gros assaut sur Kalakuta, endroit où vivent Fela, sa famille et ses musiciens. Ce fut une attaque d'une extrême violence et d'une brutalité inouïe. Fela et ses partisans sont violemment battus, et sa mère, elle, fut malheureusement défenestrée et mourut. Cette attaque traumatisera énormément celui qu'on surnomme à présent le président noir. Rappelez-vous que ses parents et donc sa mère ont joué un rôle extrêmement important dans son engagement. Et comme à chaque fois qu'une chose traumatisante lui arrive, Fela fera ce qu'il sait faire de mieux, écrire une chanson. Après ce triste événement, il s'exilera au Ghana où il continue de critiquer Obasanjo, hein, ça change pas. Mais en 1979, Obasanjo accepte d'organiser des élections démocratiques et pour la première fois depuis longtemps, un civil prend le pouvoir au Nigeria. Bon, ça durera pas très longtemps, hein, lui fera coup d'état 4 ans après. Cherchez pas à comprendre, c'est l'histoire de ce pays qui est comme ça. Mais pendant le laps de temps où le gouvernement civil sera au pouvoir, Fela créera son parti Movement of the People, MOP. Malheureusement, en 1981, il se fera arrêter pour détention illégale au cannabis et il pourra pas se présenter aux élections. En fait, c'est tellement facile de le neutraliser parce qu'il passe son temps à fumer de la beuh. En plus, comme je l'ai dit, en 1983, il y a un autre coup d'état et le militaire qui prendra le pouvoir à ce moment-là, Buhari, militaire qui reviendra au pouvoir en 2015 de façon démocratique au passage, ne s'embêtera pas et décidera de le garder en prison pour avoir la paix tranquille. Il sera libéré en 1986 quand Buhari lui-même se prendra un autre coup d'état. Je vous ai dit, ce pays, c'est vraiment un délire avec les putschs. Cependant, là, à la sortie, il va se calmer pas mal. Bien continuant la musique, il évitera pas mal les sujets un peu trop sensibles comme les sujets politiques. Et en plus de son addiction à la drogue, il en a aussi une autre, le sexe. Étant déjà marié, il se mariera également à 27 autres femmes. 27, il est toujours dans la deux-mesure ce mec. Et malheureusement, à cause de ses nombreuses coucheries, il finira par attraper le sida et il décédera le 2 août 1997. Aujourd'hui, l'héritage de Fela est très loin d'avoir disparu. Ses deux enfants, Shum et Femi, continuent aujourd'hui encore à faire de la musique. Et ils ont pas mal de succès, hein, surtout l'aîné Femi là. Et d'ailleurs, son héritage ne s'arrête pas qu'à ses enfants. Aujourd'hui encore, dans des manifestations sociales au Nigeria, on peut entendre parfois retentir le nom du Black President. Et avec ça, le nom d'Ekuti est inscrit à jamais dans l'histoire du Nigeria. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc vraiment, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Proposez-moi peut-être d'autres histoires d'hommes forts africains, de légendes africaines. Peu importe, tant que ça vient d'Afrique, je prends. Et même si ça vient pas d'Afrique d'ailleurs aussi, je prends. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.